Mesdames et messieurs, merci de nous écouter sur la DDH News Télévision. Merci, ça fait longtemps, nous vous avions dit que nous avons arrêté avec nos émissions, les raisons vous le savez. Aujourd'hui, l'actualité dans notre pays l'oblige, on parle de la Constitution, pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution, mais en même temps, il y a un sujet d'actualité au niveau international, c'est l'élection de Donald Trump, un républicain, au détriment d'une femme, mais c'est la deuxième femme candidate président de la République aux États-Unis d'Amérique en Occident, qu'on n'a pas élu les Américains, que les autres considèrent pas occidentaux, comme les auteurs matériels, les auteurs moraux, les auteurs financiers de la masculinité positive, de l'élévation de la femme. Comment ces donneurs de leçons n'arrivent-ils pas à élire une femme dans leur pays? Quelles sont les leçons qu'ils donneront aux Asiatiques, aux Africains et à d'autres personnes? Nous recevons Madame Dr Marie-Claire Moutanda, que vous connaissez, elle est l'habituée à notre chaîne YouTube, DDH YouTube Télévision, qui fait la promotion des droits de l'homme. Elle va répondre, nous ne sommes plus dans l'émission Entretien, mais c'est plutôt dans la rubrique Point de vue. Donc elle donne le point de vue sur ces deux questions. Je vais vous prier de la suivre et après nous allons nous retrouver. Bonjour. Ouais, merci beaucoup de votre question, cher Olivier. D'abord, je ne suis pas d'accord avec votre assertion des États de l'Occident et notre auteur matériel, moral, financier. Non, c'est un problème, un trouble, peut-être un peu plus que dans tout ce qui est bien. Non, la tradition africaine, elle enregistre depuis longtemps de grandes dynasties des dames qui vont gouverner. Donc, ce n'est pas l'Occident qui va venir apprendre aux Africains d'avoir des femmes au pouvoir. Nous sommes très bien Cléopâtre, qui était la reine d'Égypte, qui a fait l'histoire africaine. Donc, on connaît que la femme peut être, on n'a pas besoin d'avoir la rivalité là-bas. Quand on a eu une première femme présidente ici en Afrique au Libéria, il n'y en avait pas encore eu de président ailleurs, au moins en Asie. Et maintenant, on a une deuxième en Tanzanie qui est présidente. Donc, on n'a pas besoin d'attendre avoir la dictée de l'Ouest pour pouvoir élire le président. Mais si je peux même aussi faire un petit détour pour dire par rapport à l'échec de cette autre dame aux États-Unis, la politique américaine est complexe. Et les Américains, ils votent pour leurs citoyens. C'est vraiment la souveraineté nationale. Et parfois, le monde ne comprend pas dans quelle direction les élections vont aller. Mais il faut avouer qu'à ce moment précis, les deux candidats étaient très faibles. Que ce soit aussi bien du côté démocrate que du côté républicain. Et donc, les Américains sont allés avec celui pour lequel ils peuvent avoir déjà une référence. Kamala, on n'a pas de préférence d'elle, même si elle a été vice-présidente. Et il faut aussi avouer que pendant qu'elle a été vice-présidente, les démocrates, s'ils avaient voulu l'utiliser comme une carte, ils auraient pu lui créer un peu plus de visibilité. Quand Obama a été président et que Biden était vice-président, Obama a créé beaucoup de visibilité pour Biden. Il a montré que Biden était président et qu'il pouvait prendre à tout moment le pouvoir. Ça n'a pas été le cas pendant ces 4 dernières années. On n'a pas. Moi, je ne fais plus beaucoup les news américaines, comme tu sais que mes enfants y vivent, et moi-même, de temps en temps, j'étais très, très connectée. Mais je sais qu'elle n'a pas été très, très visible, donc elle est entrée au pouvoir pas déjà trop connue, parce que les Américains voulaient bien garder la démocratie au pouvoir. Trump avait beaucoup gâché, Biden avait beaucoup de choses pour pouvoir l'emporter. Il l'a emporté sur sa carte. Madame Kamala, elle est bien connue, c'est vrai, mais dans son état de Californie, où elle a eu fait. Ouais, les combats de Congolais, mon père de Congolais doit savoir que il y a une autre dimension dont je ne vais pas parler ici. Les réalités
aux États-Unis ne sont pas les mêmes que les réalités au Congo. Cette autre dame-là, deuxième Kamala, hormis les faits que je suis en train de dire tout à l'heure, lui donner... Les Américains l'ont voté de toute façon, du moins la grande frange des démocrates. Elle n'est pas venue, elle est entrée d'abord dans la campagne en dernière minute comme un jeton de rechange. Elle a fait très bien, moi je peux déjà la féliciter par rapport à ce qu'elle a fait. Mais on voit que les républicains l'ont emporté parce que surtout la jeunesse qui aurait pu aller en grande majorité avec les démocrates devrait avoir l'assurance de Mme Kamala. Mais n'oublions pas que Mme Kamala est une femme de couleur. Et quand il s'agit aussi de race, aux États-Unis, il y a une grande frange de justement l'électorat de Trump qui, vraiment, selon la décortication statistique, on voit que c'était l'électorat non éduqué, mâle, ou bien homme et adulte. Donc c'est cet électorat homme, adulte, blanc, non éduqué, c'est un électorat qui ne va pas beaucoup bouger en faveur de la race noire et surtout en faveur d'une femme. Donc elle avait ces deux tares qu'il a portées qui ont fait que ce serait une grande surprise si elle passait, mais ce n'était pas impossible parce que les Américains nous montrent toujours des surprises et c'est pour ça que les démocrates ont banqué sur cette carte-là. Je ne pense pas que ça va avoir des impacts sur nous pour pouvoir avoir des candidats féminines au niveau de l'Afrique. Non, je ne pense pas du tout, absolument. Et même aux États-Unis, je pense que s'ils parviennent à avoir, dans les prochaines années, ils pourront toujours avoir aussi une femme, je ne sais pas laquelle, mais ce n'est pas forcément l'effet genre, c'est vraiment un grand cas, c'est vrai, parce qu'il y a encore tout cet électorat machoïste qui ne va pas voter pour une femme, même si elle est blanche, d'un certain âge, d'une certaine comme était Clinton. Mais en même temps, il y a aussi le fait qu'elle portait les deux tares. Elle était noire et elle était femme. C'est déjà beaucoup plus des éléments à faiblesse et elle n'était pas très connue, c'est-à-dire elle n'avait pas beaucoup sur son background pour pouvoir convaincre la jeunesse qui l'emportait. Elle est venue très tard dans la campagne. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été contre elle, mais elle a quand même eu un grand crédit de sa base. Elle a eu quand même beaucoup de votes. Elle était tout le temps avant dans les sondages, mais... Oui, je pense en faveur. Et rien à faire. Je pense que tout Congolais devrait être en faveur de la révision constitutionnelle. Révision ou changement de la constitution, parce que ce sont les deux mots. C'est la même chose. Déjà pas de la révision. Si c'est quelques articles, c'est la même chose. Tout changer. Non, de toute façon, il n'y a pas possibilité que tous les articles qui sont dans une constitution vont tous être changés. Il y a des fondements qui sont là. Pour moi, c'est la même chose. C'est un changement, mais qui va se baser sur ce qu'on doit vraiment revoir. Donc la révision est beaucoup plus... pour moi, de toute façon, même si les gens disent changement, je ne pense pas qu'ils vont enlayer tous les articles qui sont dans la Constitution, parce qu'il y a des articles dans la Constitution qui sont très fondés, qui parlent de liberté, de notre liberté en tant que... Liberté publique. Ouais. Et donc ça ne va pas partir, parce qu'on ne va pas avoir une Constitution qui va remettre cela en cause. Donc il y aura toujours, à un certain point, certains articles qui vont être... Mais de recommencer, donc changement pour moi, c'est dans la dynamique dans le processus, qu'on se repose des questions comme si on partait. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre pays? Qu'on rediscute même des réalités anthropologiques dans lesquelles nous sommes, notre culture présente, tout ce que nous vivons aujourd'hui qui nous a amenés dans cette culture. L'autre fois, on parlait avec toi, je te dis, nous sommes dans une culture de dépravation de mœurs.
pour tout enfant, pour tout le monde qui grandit au Congo, il n'y a plus de morale. Tu dois tricher, tromper, détourner. C'est devenu des faits normaux et même attendus. Tu as un poste, tout le monde de ta famille veut bien que tu puisses commencer aussi à tricher, parce que à voler, à les mettre dans le gros. Parce que c'est ça qui est l'attente. Ces choses, ça doit être discuté, au revoir. Est-ce que c'est ça le Congo que nous voulons léguer à nos enfants? Est-ce que c'est ça le Congo que nous avons hérité de nos pères qui sont morts pour nous donner l'indépendance? C'est ça qu'il faut. Et c'est pour ça que je ne vois pas qui est le Congolais qui va refuser qu'on se remette, qu'on rediscute, qu'on finisse les bases et qu'on puisse asseoir. Maintenant, dans cette constitution-là, il y a des articles qui achoppent, il y a des articles qui créent les désordres qu'on a ici. C'est tout un processus, c'est une discussion. Mais moi, par exemple, ce que je trouve qui peut, personnellement, je pense qu'on a besoin de recadrer, c'est d'abord toute la notion de la séparation, qui est d'ailleurs démocrate, hein, mais l'indépendance du système judiciaire totalement séparé de la modération, on peut dire, ou bien la modération, je veux dire, la supervision du chef de l'État. Ça, c'est quelque chose qui doit être prévu. Les systèmes semi-parlementaires qui fait qu'on élit un chef de l'État, aujourd'hui on attend une année après pour avoir ça doit être prévu. Et ça entraîne beaucoup de mots. Ça entraîne ce système de quotas des parlementaires qui définit finalement être dans le Parlement, c'est avoir l'argent, tricher, aller dedans pour attendre d'avoir des postes ministériels, mettre son épouse comme suppléant, mettre son fils comme deuxième suppléant. Cette histoire, c'est vraiment aberrant, c'est écœurant. Comment ça peut être accepté dans une société? Est-ce que ce Congo, avec ses 100 millions d'habitants, a besoin de quelqu'un qui est un chef de parti? Dans son parti, il a sûrement beaucoup de gens, parce que s'il est arrivé à être élu, il a une base. Ça veut dire que dans son parti, il n'y a personne d'autre qui peut être son suppléant que son fils et sa femme. Et ça s'est fait naturellement comme ça. Pourquoi? Parce que la Constitution a défini justement de sorte qu'ils puissent pouvoir se garder ce pouvoir au niveau législatif quand ils ont fait ce choix. Et il faut qu'on revoie cela. Pour moi, je ne suis pas en faveur qu'on puisse élire des gouverneurs par les provinciaux. Tu vois, cette histoire d'élection de gouverneurs par les députés provinciaux, ça tourne à une corruption à ciel ouvert. C'est lui qui donne le plus. Ça, c'est quelque chose qui doit être prévu. Mobutu nous a laissé quelque chose qu'on devrait vraiment rendre un modèle et continuer à les montrer à nos enfants. Aussi mal qu'il ait été, Mobutu a sémé de certains fondements. Donc, c'est la façon de gérer les provinces, les régions à l'époque, où il nommait des gouverneurs de partout pour être pas chez eux, comme étant les leaders chez eux. Et ça sémait l'unité nationale, ça a cassé un peu de tribalisme, ça a permis en sorte, et si c'était bien mis en place pour pouvoir, ça a permis en sorte que les chefs traditionnels, les personnes, ils exigent de ces gouverneurs une certaine redevabilité. Et donc, c'est un système performant qui doit être poursuivi. Moi, je suis pour qu'on puisse nommer le gouverneur par le président. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs dans la Constitution qui peuvent être réduits. Je trouve que c'est une discussion. Tu vois, tous ces points, ce sont des points congolais qui ont besoin d'avoir une discussion congolo-congolaise. Nous avons vu des érudits qui ont écrit la Constitution nous disent très bien dans quelles conditions ils l'ont faite en 2006 et aussi après quand ça a été fait. Donc, ils l'ont fait pour essayer de répondre aux besoins du moment, le contexte du moment. Le pays est divisé, il y a des belligérants qui sont des maîtres de pouvoir, de sécurité, de violence, ainsi de suite, et ils veulent venir ensemble comme un pays, ils ont besoin des attentes. Donc, on fait quelque chose pour que chacun se retrouve.
Mais nous ne sommes plus dans ce cadre-là. Et c'est chacun qui se retrouve, on a vu, d'après toutes ces années de mise, on peut maintenant avoir le recul que ça n'a pas servi le peuple congolais. Ce n'est pas besoin par rapport à chacun se retrouve. C'est comment on va entraîner notre démocratie pour l'amener non seulement dans notre souveraineté nationale, mais une souveraineté qui sert son peuple. Le peuple d'abord. Si nous sommes les élus, si nous sommes des ministres, si nous sommes au pouvoir, des magistrats et autres, c'est pour servir notre nation. C'est la seule façon que nous pouvons assurer la pérennisation de notre indépendance, de notre développement, de notre démocratie pour les générations à venir. Ce n'est pas en se servant chacun pour soi et en construisant des châteaux en Europe qu'on va aller. Et moi, je ne comprends pas pour des érudits, pour des gens qui ont étudié, qui se retrouvent. Quand ils font ça, ils ont vraiment une vision qui s'arrête au bout de leur nez. Et c'est triste de voir que nous ne pouvons pas nous remettre en cause pour construire le Congo. Par rapport aux deux questions qui sont là, je pense que moi, je voudrais bien inviter le Congolais, tout truc confondu, et y compris l'opposition, et d'ailleurs beaucoup plus l'opposition. Parce que l'opposition, hein, dans toute démocratie qui se respecte, il faudra que l'opposition soit acceptée. Parce que l'opposition, c'est elle qui permet à ceux qui sont au pouvoir d'avoir toujours un critique, de pouvoir mieux faire pour servir justement le peuple. Mais dans ces cas de notre constitution, nous parlons du peuple. Que ce soit opposant ou autre, tu es congolais, venez à la table de discussion avec des choses que vous voyez qui peuvent aussi être amendées ou ceux que vous ne voulez pas qu'on touche pour que la discussion soit faite. Moi, je pense qu'il faudra qu'on ouvre le bras, que l'opposition sache que ce n'est pas par avoir peur d'un certain, donc qui vont couper le pays et ainsi de suite. Ces gens-là qui sont venus couper le pays, ils sont venus avant même, en 1994, quand ils agressaient et ils entraient d'une façon masquée le Congo, et après 3 ans plus tard d'une façon ouverte, en venant ici, il n'y avait pas fait le problème. Bon, moi, je ne pense pas que toute la discussion autour de la Constitution va se résumer seulement sur ces points-là. Qui viennent à table avec des éléments convaincus, si ça ne passe pas, ça ne passera pas. Ce n'est pas ce point-là. Lui-même, le président a dit qu'il ne veut pas qu'on change à cause de ça. Mais moi, je me dis, et j'ai écouté des jeunes gens qui parlent dans les YouTube, dans des réseaux, qui disent, aussi longtemps que Kagame est au pouvoir, nous, il faut très bien que Fatih soit au pouvoir. Parce que c'est lui seul qui sait dire non et qui a montré qu'il nous a amenés dans une... maintenant, on peut parler qu'on est agressé par le Rwanda. Maintenant, le monde peut pointer le doigt au Rwanda pour lui dire que tu as. Mais ça fait 30 ans que le Rwanda presque est ici dans le pays et qu'il y avait des gouvernements ici qui n'ont jamais osé, qui n'ont jamais, et même parler seulement maintenant de Kagame pouvait être fatal pour quelqu'un. Donc, il y a des jeunes gens, et moi je suis pour eux, je me dis, aussi longtemps que le Rwanda est avec Kagame, et ça fait déjà combien d'années? Ça va faire bientôt 30 ans. Et Museveni, ils sont nos voisins. Pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose? Ça ne me dérangerait pas. Et je pense que c'est aux Congolais de les discuter d'une façon ouverte, dans des consultations, dans des retraites. On devra venir ensemble pour discuter de cette constitution et la revoir. Merci. Vous avez suivi son point de vue. Et quel est le vôtre? Nous vous attendons. Le numéro est affiché là, le numéro de contact. Prenez rendez-vous avec nous. Venez soit contredire, soit appuyer ces arguments. Et puis nous allons continuer parce que c'est une question de débat, c'est une question des droits de l'homme, c'est une question de la démocratie, de la liberté d'opinion, la liberté d'expression plutôt. À la prochaine.